Plus de 6 siècles se sont écoulés depuis que la chute a changé Ea. L'humanité lutte pour se reconstruire après ce cataclysme et le grand hiver qui a suivi. C'est l'introduction du livre de règles de First Blood. Alors, vous l'avez deviné, aujourd'hui je vais vous parler de First Blood et plus particulièrement des règles. Donc c'est une petite vidéo pour les débutants ou pour les joueurs confirmés de The Last Argument of Kings qui souhaiteraient se mettre à First Blood. Alors, il ne s'agit pas d'un jeu au rabais, mais vraiment d'une version escarmouche du jeu régimentaire un peu plus important qui est The Last Argument of Kings. Je vais commencer par vous présenter les figurines. Donc j'ai réuni ici quelques-unes des figurines issues de mes diverses armées pour essayer d'expliquer un petit peu ce que l'on peut retrouver comme figurines dans ce jeu. Alors, on commence par les figurines dites de taille 1, que sont par exemple les personnages infanterie ou les unités d'infanterie, comme ici, ces hommes d'armes, éventuellement un étendard, on verra, on en reparlera un petit peu après. Des officiers, bon alors là je suis sur du 100 royaumes d'un côté et du city-state de l'autre, bon, peu importe. Donc ça c'est la première catégorie de figurines, ce sont les figurines de taille 1, c'est l'infanterie. Ensuite, cette infanterie peut être montée, à ce moment-là on parle bien sûr de cavalerie, et la cavalerie, en voici un exemplaire ici. Alors, ce n'est pas toujours un cheval et un être humain monté dessus, ça peut être un dinosaure avec un wadroun monté dessus, mais ça peut aussi être un centaure, etc. Donc il y a pas mal d'unités, voire même un chien géant, un espèce de loup géant, les fermes chez les Nords par exemple. Donc il y a énormément de déclinaisons possibles, mais toutes ces figurines entrent dans la catégorie de la cavalerie de taille 2. Il existe également en taille 2 une autre catégorie de figurines que sont les brutes. Alors si on regarde, la taille est de taille 2 également. Ici, le socle est le même, vous remarquerez que le socle est de petite dimension pour l'infanterie taille 1 et de dimension un petit peu plus grande ici pour les figurines taille 2. Donc on a la majorité des figurines qui sont infanterie, brute ou cavalerie, mais il existe aussi dans ce jeu des monstres. Alors, en voici un par exemple, ici un géant, un Talos, un géant des City-States. Celui-ci est considéré comme étant de taille 3. Donc là, par contre, bon, je ne l'ai pas décellularisé puisqu'il est fixé avec de la pâte à fixe, mais je peux décellulariser les deux et mettre uniquement le socle rond, celui à utiliser pour le jeu d'escarmouche. Donc un autre exemple ici. Un troisième exemple, ici, toujours les City-States. Voilà ce que vous pouvez trouver comme figurine pour First Blood. Par contre, il n'est pas possible d'utiliser une figurine comme celle-ci, qui, elle, est de taille 4. D'ailleurs, ça sort du cadre ici. Pardon, je mets mon doigt sur l'objectif. Voici. Donc, malheureusement, il ne sera pas possible de mettre un personnage sur cette Drum Beast ou sur la figurine équivalente, le Tontor, qui est de même taille ici. Donc seules les figurines de taille 1, 2 et 3 peuvent participer à la version escarmouche. Alors à partir de là, comment est constituée une armée, une bande? Il faut d'abord un personnage. Ce personnage, en voici les exemples, peut être d'infanterie, peut être une brute, peut être montée, voire même un monstre. Donc ça, c'est le premier point. Alors, ce personnage ne coûte rien lorsqu'il s'agit d'infanterie et a un coût en général d'une 50aine de points lorsqu'il s'agit d'une brute ou d'un cavalier et plusieurs centaines lorsqu'il s'agit d'un monstre comme par exemple celui-là. Donc ça, c'est une obligation. Vous devez avoir un personnage. Ce personnage va un peu orienter le jeu parce qu'il va avoir des capacités de commandement qui vont permettre d'améliorer certains aspects en fonction du personnage choisi et de l'armée. Ce personnage, en général quand c'est de l'infanterie, peut également avoir une suite. Alors chaque personnage a sa propre suite, alors ça a un petit peu évolué dans la deuxième version,
C'est-à-dire qu'un personnage d'un type a accès à des gardes du corps d'un certain type. Donc ces gardes du corps peuvent être au nombre de 3 et donc renforcer le personnage, le rendre un petit peu moins fragile. Hein. Certains personnages sont très forts, d'autres sont plus là pour aider, pour faire de la magie par exemple aussi. Donc ils ont besoin la plupart du temps d'une suite. Ensuite, des régiments ou des unités qui sont soit des unités d'infanterie, soit des unités de brutes, soit des unités de cavalerie. En général, quand il s'agit de l'infanterie, une unité de base, c'est 4 figurines. Dans ces 4 figurines, il faut qu'il y ait un leader. Alors, 2 cas de figure, où le type d'unité permet d'avoir un leader. À ce moment-là, vous avez un leader qui va avoir un bonus, une attaque supplémentaire. Où il n'y a pas de leader, où le leader est tué, à ce moment-là, on désigne une figurine qui jouera le rôle du leader sans avoir aucun autre avantage que de jouer ce rôle, et on va expliquer quel est ce rôle après. Et à sa mort, un nouveau est désigné, etc. Ensuite, si vous avez suffisamment de figurines pour certaines infanteries, on peut également avoir un porte-étendard. Il est possible, dans certains cas, d'ajouter un officier. Cet officier va apporter des bonus, des capacités spéciales, des commandements, etc. Je rentrerai dans de futures vidéos dans les détails en détaillant chaque type d'armée. Alors, par exemple, pour les miliciens, ils ont la possibilité d'avoir un porte-étendard à condition d'être 12. 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 12. Je vais par contre essayer de les mettre dans... Oups, ici. La caméra, voilà. Alors, est-ce que je peux placer mon unité comme ceci sur le terrain? Eh bien, non. Tout simplement, et c'est là le premier rôle du leader, toutes les figurines doivent être à 5 pouces du leader. Alors là, c'est presque bon, peut-être même, oui, c'est bon. Allez, j'exagère un petit peu, voilà, comme ceci. Cette situation-là n'est pas possible puisque je suis en dehors des 5 pas. Sauf si vous avez un étendard. Et à ce moment-là, il faut que l'étendard soit à 5 pas ou moins du leader et que tous les autres soient à 5 pas de l'un des deux. Ce qui donne un cercle de 5 pas autour du premier et un cercle de 5 pas autour du second. Les deux doivent se chevaucher, ce qui donne un espace plus important pour placer les figurines. Donc ça, c'est le principe de placement des figurines. Ce placement est intéressant aussi en ce qui concerne la cavalerie. Je vous montre un exemple, ici avec un régiment de cavalerie. Voilà, par exemple, ici. Donc, dans ce régiment, j'ai 3 figurines. Voilà, je vais tourner un tout petit peu comme ceci, voilà. Donc, j'ai 3 figurines. Une figurine doit être le leader. Alors, c'est prévu dans cette unité-là. On va prendre ici le cheval blanc. À partir de là, je dois avoir ma deuxième figurine, l'étendard, dans les 5. Donc ici, par exemple, là. Et le dernier doit être à moins de 5 de l'un des deux, ce qui peut l'amener relativement loin de celui-ci et donc couvrir un petit peu plus de terrain. En resserrant un petit peu, on peut donc ainsi contrôler l'éventuel passage d'une unité, empêcher celle-ci de passer en laissant quand même des passages pour les autres. Donc c'est quand même très intéressant, même sur une unité réduite, d'avoir un étendard. Sinon, on serait obligé de venir placer autour du leader. Donc celui-ci a plus de liberté. Alors, avec 3 unités, avec 3, c'est pas énorme, mais avec 4, ça commence à être important. Bon, la plupart du temps, c'est limité à 3 pour les cavaleries, mais dans certaines autres situations, il est possible d'en avoir un petit peu plus. Voilà. Alors, donc ça, ce sont pour les unités. On retrouve la même chose pour les brutes. Donc par exemple, ici, une unité de 3 brutes. Voilà, alors il faut savoir que l'entrée minimum c'est 1. Donc si je désigne celle-ci comme leader, eh bien là la formation n'est pas légale puisqu'il vaut mieux mettre le leader comme ceci, voilà, de façon à avoir une cohésion d'unité. Quel est le problème de perdre cette cohésion? Eh bien si on perd la cohésion, on est obligé de faire un test de morale. On est obligé de faire des tests de morale, excusez-moi, autant qu'il reste de points de vie aux figurines qui ne sont pas apportées. Donc si vous avez une figurine de piéton qui a 2 PV, vous avez 2 figurines qui ont 2 PV, vous devez faire 4 tests.
Si ces tests sont ratés, eh bien ce sont des pertes, sachant qu'il a 2 PV. Si vous faites 4 tests, ce type de figurine en général a un moral assez bas. Si vous en avez 2, il y a de fortes chances que l'une des 2 soit morte. Et si elle était déjà blessée, eh bien vous risquez de perdre les 2. Voilà. Donc attention quand même à ce type de disposition. On fait attention au placement des figurines. Alors maintenant, comment se déroule une partie? Donc, une fois qu'on a formé son armée, avec son leader, ses différentes unités, il faut savoir que le format classique est à 1000 points. Alors, qu'est-ce que représente 1000 points? Eh bien, c'est très simple. Pour les Yorni, ça représente ceci. Il s'agit des unités que je vais utiliser demain dans une partie qui sera également en vidéo dès la fin du week-end. Donc, 3 unités ici de 3 figurines et un leader. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurais très bien pu ne pas prendre les unités par 3, mais les prendre individuellement. Alors, si je les avais prises individuellement, par contre, ça aurait été plus difficile. Elles valent 120 à 140 points une figurine et 70 à 90 une figurine supplémentaire. Ça veut dire que ça coûte moins cher de faire des unités avec plusieurs figurines que de mettre une seule figurine à chaque fois. Alors quel est l'intérêt d'avoir des unités plus petites et de multiplier les unités? Eh bien, on multiplie les cartes d'activation. Et on va donc rentrer dans le cœur du sujet, ici, les règles. Alors, avant d'aller plus loin et de rentrer dans le détail, sachez que toutes les règles sont disponibles au téléchargement sur le site de Parabellum. Voici le livret ici que j'ai imprimé en enlevant les photos, hein, ce n'est pas forcément utile même si elles sont très jolies. C'est donc le livret correspondant à la dernière version First Blood 2.0 ici. Alors c'est remis à jour régulièrement. Alors si vous le faites régulièrement, eh bien vous pouvez annoter votre livre. C'est assez facile sur une ou deux versions lorsqu'il y a des petites modifications, puisqu'ils mettent en rouge à chaque fois les parties nouvelles. Ça permet d'assez vite cibler ce qui a changé et de le modifier dans son livre et de ne pas forcément le réimprimer à chaque fois. Voilà, donc ça c'est accessible. Pendant que j'y suis, est accessible également un livret de scénario. Alors pourquoi utiliser ce livret de scénario alors qu'il y en a quelques-uns à la fin du livre? Bon, on en parlera un petit peu à la fin. Les scénarios qui sont dans le livre de règles sont un petit peu, peut-être pas déséquilibrés, mais peu intéressants. Je vous expliquerai après pourquoi. Enfin, chaque armée dispose de un livre d'armée, que vous pouvez également télécharger et qui, eux, sont également remis à jour. N'oubliez pas que pour réaliser vos armées, vous pouvez utiliser l'application ici sur Parabellum, à savoir, vous choisissez quel type de jeu ici, First Blood. Ensuite, vous pouvez aller simplement regarder les différentes unités qui existent. Vous voyez, je parlais des Yoroni. Ici, le premier que je vous ai présenté, à savoir le Kama Ayakashi, vaut 140 points, mais 90 points uniquement pour un modèle supplémentaire. Donc si vous en prenez 3 séparément, eh bien, vous avez 420 points. Si vous en prenez 3 dans une même unité, vous avez 180, 320 ici. Donc ça fait quand même une bonne différence. Voilà. Oui. Alors, si vous voulez créer une liste, vous allez dans Prepare for War. Là, il va vous proposer les différentes armées. Donc, par exemple, 100 Kingdoms. Il va vous demander de donner un nom. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, un nombre de points. Donc, vous voyez tout de suite le nombre de points classique, c'est 1000 points. La partie que je vous présenterai demain est également sur 1000 points. À partir de là, vous allez dessus. Vous commencez par choisir un personnage. Et avec ce personnage, vous pouvez ajouter une suite. Donc, en ce qui le concerne ici, ce sont des hommes d'armes. Le noble, comment dire, non, je ne l'ai pas sorti ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez ajouter des régiments. Donc, vous voyez, si vous prenez ici des... je vous ai montré les
hommes d'armes, men at arms, ici, ils valent 90 points les 4. Vous pouvez y ajouter une bannière. Vous voyez, ça s'est allumé en rouge parce qu'il vous dit il faut qu'il soit au moins 8, alors pas 12 pour eux, mais 8, voilà, pour avoir une bannière, etc. Donc vous ajoutez les régiments jusqu'à arriver à la fin. Vous avez même ici des monstres, comme l'Archangel, qui vaut quand même 400 points, bon, etc., etc. Voilà, vous pouvez également aller consulter ensuite vos listes, à condition que vous soyez inscrit sur le site, c'est totalement gratuit, c'est très pratique, et vous avez aussi la possibilité, lorsque vous avez une carte, directement de scanner le QR code ici, pour pouvoir retrouver les listes. Alors voilà, vous avez QR code, voilà, ici j'autorise, il me met, hop, voilà, et il arrive directement sur la page. Sauf que, forcément, ici, oui, là, il reste en phase, c'est bon. Donc, muni de tous ces éléments, maintenant, vous avez les figurines, vous avez fait votre armée, vous avez toutes les règles. Comment se joue le jeu? Alors, la première chose, c'est qu'on va d'abord sortir les figurines, ici, les placer en alternance sur un terrain, donc avec des zones de déploiement. Donc ça, c'est très classique, vous retrouvez ça dans pas mal de jeux. À l'exception de figurines qui ont la possibilité d'entrer après sur le terrain, mais bon là je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, c'est un petit peu plus rare sur cette version-là. Donc à partir de là, vous avez donc une liste d'armées. Alors, imaginons que j'ai ici une liste avec mes 100 royaumes. J'ai des crossbowmen, un officier impérial, celui qui est ici, des hommes d'armes, je vous les ai présentés, l'ordre du Sealed Temple, ceux que je vous ai présentés à côté, et par exemple une unité de Household Knights, ce que je n'ai pas sorti, mais bon, c'est une autre cavalerie. Voilà, donc j'ai placé mes unités en alternance avec mon adversaire, et donc comment va se dérouler un tour? Eh bien, je vais devoir choisir dans quel ordre je vais utiliser mes unités. C'est-à-dire que je vais classer mes cartes en mettant au-dessus la première carte que je veux jouer. Alors ici, bien sûr, bon là je vais le faire de façon fictive puisque je ne suis pas dans une situation de champ de bataille. Je place mes cartes face cachée visible de mon adversaire et on va chacun lancer un dé pour savoir qui va pouvoir commencer. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? On va lancer un dé, mais d'abord, on regarde lequel des deux joueurs a le moins de cartes. Celui qui a le moins de cartes aura la possibilité de modifier de plus ou moins 1 son jet de dé. Le modifier pour qu'il aille de 0 à 7. Donc le jet de dé va donner de 1 à 6. Donc s'il fait 6, il peut faire plus 1. S'il fait 1, il peut faire moins 1. Voilà. On lance donc les 2 dés. Donc imaginons ici que j'ai autant de cartes que mon adversaire. Donc un cas simple où c'est juste la comparaison des résultats de dés. Donc autant de cartes que mon adversaire. Moi, je suis avec le dé rouge, mon adversaire avec le dé jaune. Dans cette situation, il fait 2, je fais 5. Il gagne la suprématie. Ça veut dire qu'il va être le premier à retourner une carte et à la jouer. Ensuite, quand il aura terminé, je retournerai une carte et je la jouerai, puis son tour, etc., etc. Alors, il peut y avoir des différences dans la séquence, surtout par exemple avec les City States, mais ça, ce sont des cas particuliers liés aux armées. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai tiré une carte? Eh bien, lorsque j'ai tiré une carte, je peux réaliser 2 actions. Alors, je commence d'abord par un régiment, on parlera du cas particulier des personnages ensuite. Ces actions sont dans 2 catégories, à savoir, vous avez des actions au corps à corps, en contact, ou des actions à distance. C'est ce qu'on appelle des actions hors combat, ici, ou des actions en combat. Pour les actions hors combat, on commence par la marche. C'est un déplacement simple de la figurine. Une charge, c'est un déplacement qui permet d'entrer dans la zone ici pour le combat rapproché, dans
la zone d'engagement, voilà, excusez-moi, je cherchais le terme, la zone d'engagement d'une figurine adverse. Le ralliement, si votre unité est brisée, j'y viendrai après, vous pouvez viser ou vous pouvez, parce que les deux sont liés, faire une action de volée. Alors je vais commencer par la fin. Une action de volée, c'est une action de tir. Viser, c'est prendre son temps pour tirer, donc c'est améliorer sa capacité de tir. Alors, si vous avez compris le principe, on a 2 actions par unité. Si vous voulez viser et tirer, vous avez utilisé vos 2 actions. Si vous êtes trop loin et que vous devez marcher puis tirer, vous ne pourrez pas viser. Si vous marchez à 2 reprises, vous ne pourrez pas tirer non plus, du tout. Alors, petite précision, en cas de double marche, la deuxième se fait avec la moitié seulement de son potentiel de déplacement. En ce qui concerne la charge, pour déclarer une charge, il faut être à portée d'un ennemi. On désigne cet ennemi et on lance un dé. Si la distance qui sépare la figurine la plus proche de notre unité de la figurine la plus proche de l'unité adverse, si cette distance ici est inférieure au résultat de 1 des 6 plus sa capacité de marche, alors la charge est réussie. Sinon, la charge est ratée et on ne bouge pas. Détail important, aucune action à part la marche ne peut être réalisée à 2 reprises. Donc si vous faites une charge et qu'elle est ratée, même s'il vous reste une action, vous ne pourrez pas faire de charge. Vous pourrez tenter une marche, vous pourrez tenter une volée si vous voulez, mais vous ne pourrez plus charger. Alors, je me rends compte d'un point important, je n'ai pas précisé quelles étaient les caractéristiques de chaque unité. Ça permettra de rentrer dans le détail des actions. Alors, une unité est définie par une série de caractéristiques. Là aussi, c'est très classique et très simple. Son mouvement, c'est le nombre de pas que peut réaliser l'unité lorsqu'elle effectue une marche. Sa volée, V, c'est la capacité de tir. Son clash, c'est sa capacité de combat au corps à corps. A, c'est le nombre d'attaques. W, wound, c'est le nombre de points de vie. R, pour la résolution, c'est son moral. D, sa défense. Et E, son esquive. Alors, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure et sur les actions. Je veux, avec cette unité, ici, réaliser un mouvement. J'ai donc un mouvement de 5. J'effectue une charge, la charge est réussie. Je veux ensuite faire une action de clash. Je vais y revenir après. J'ai une valeur de 1 pour le clash. Qu'est-ce que ça veut dire une valeur de 1? Eh bien, ça veut dire que si je vais lancer un dé d'attaque pour cette figurine, avec une valeur de 1 pour réussir. Si je fais 2, 3, 4, 5, 6, c'est raté. Alors évidemment, c'est de la milice. Ici, ce n'est pas les plus performantes des troupes. Donc ça fait qu'une chance sur 6. Alors, je reviens aux différentes actions. Et on va les redétailler les unes après les autres, puisque c'est vraiment le point le plus important, celui sur lequel on va passer le plus de temps ici sur cette vidéo. Donc, je reviens, on peut, action hors combat, effectuer une marche, effectuer une charge, un ralliement, viser et tirer. Lorsqu'on est au corps à corps, on peut réaliser un corps à corps, on appelle ça un clash, un ralliement de combat, si on est démoralisé, une reformation de combat, si des membres de l'unité sont trop éloignés et ne peuvent pas combattre, il faut qu'ils se rapprochent. On peut effectuer une retraite, alors là, ça c'est assez punitif. Et enfin, on peut s'inspirer. Eh bien, s'inspirer, c'est le même principe que viser pour la volée, inspirer pour le clash, c'est-à-dire qu'on va dépenser une action supplémentaire pour pouvoir augmenter sa capacité de clash. Dans le cadre de mes miliciens dont j'ai parlé juste avant, qui avaient un clash de 1, ils passent à 2, ce qui augmente fortement leur probabilité de toucher. Bon, ça reste encore assez mauvais. Dernière chose, lorsqu'on a effectué une charge, il faut une action pour frapper, qu'on appelle un clash, mais on a l'inspiration d'office.
Donc en fait, c'est cadeau. Alors que si on est déjà au corps à corps, on veut s'inspirer, on doit faire une action et une deuxième pour le clash. Dans ce que j'ai dit, je vous ai dit qu'une charge n'amenait pas forcément à un combat. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les unités un peu lourdes, comme la cavalerie, comme les unités de brute, ont ce qu'on appelle de l'impact. Ça veut dire qu'au moment où elles entrent en contact lors d'une charge, elles ont des attaques. Ensuite, si justement vous avez face à vous de la cavalerie et que vous êtes de l'infanterie, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir l'impact avant de vous faire taper dessus avec le clash. Donc si elles sont loin, vous pouvez très bien à votre tour dire c'est pas grave, je fais une marche, je me rapproche, je charge, je les contacte et on verra au tour prochain pour combattre. En attendant, évidemment, vous n'avez pas combattu, mais vous les avez bloqués et vous les empêchez d'utiliser leur propre impact. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu toute la subtilité du jeu. Donc les actions sont peu nombreuses, mais elles permettent déjà pas mal de combinaisons ici sur table. Alors, je reviens, on a tiré une carte, ici, en l'occurrence les mercenaires crossbowmen. Donc, je peux les déplacer, je vais les avancer ici pour vous montrer. Alors, le problème c'est que j'ai pris l'étendard, mais bon, peu importe. À 4, ils n'ont pas le droit à un étendard. Donc le leader est ici, et vous avez les 3 qui sont autour. Comment va se dérouler leur mouvement? Imaginons que l'on ait une cible en face, la voici, ici. Donc, on va contrôler à quelle distance les crossbowmen peuvent tirer, ici. Alors, là, on est largement en dessous de la distance, puisque, excusez-moi, dans l'autre sens, ça sera mieux. Là, j'ai 9, donc j'ai à peu près 10 ou 11 pouces en ce qui concerne le leader, un peu plus pour celui-ci, mais je suis dans les 14-15 pouces. Alors, les crossbowmen, ici, je vais vous montrer la carte des crossbowmen. Pas Crusader, pardon. Voilà. Alors, voilà leur profil, ici. Donc, mouvement de 2, mouvement de 5, pardon, volet de 2. Ça veut dire que si je ne fais rien, je réussis un tir sur 1 ou 2. Mais combien ai-je de tirs? Eh bien, c'est dans les règles spéciales que vous l'avez, ici. J'ai donc barrage 2, ça veut dire que chaque unité va pouvoir tirer 2 fois. Ensuite, je peux tirer à 15 pouces. Et j'ai en plus une capacité spéciale, Armor Piercing 1, ça veut dire que lorsque je tire, j'abaisse la défense de l'adversaire. Donc, dans la situation ici, je n'ai pas besoin de bouger pour tirer. Je suis suffisamment proche. Éventuellement, je pourrais dire je vais reculer un petit peu pour être sûr d'être à 15 pouces, parce que si derrière je me fais charger, vous allez voir après, ça risque d'être problématique. Alors, qu'est-ce que ça donne ici dans cette situation? Donc, j'active mon unité, j'ai donc sorti la carte, je décide de viser. Première action. Deuxième action, je tire. Comme j'ai visé, j'ai donc 3 maintenant. Ici. Alors, j'ai un leader. Excusez-moi, c'est sur le corps à corps, donc ça n'a pas d'importance ici. Donc, je reprends. J'ai donc 4 figurines qui, chacune, ont 2 dés pour le tir, ce qui me fait 8 dés. Je lance les dés, et ici, j'ai donc visé, j'ai donc une volée qui est passée de 2 à 3, ça veut dire que j'ai tout ceci comme réussite. Voilà, j'ai donc 2, 4, 5 réussites. Alors, à partir de là, comment vais-je procéder pour mon personnage ici? Mon unité ici, pardon. Alors, je vais vous montrer les caractéristiques de cette figurine. Voilà. Alors, ici, ma figurine a 6 PV et a une défense de 2.
elle a une défense de 2, mais vous avez vu qu'il y avait une règle spéciale, armor piercing 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Armor piercing va diminuer la valeur de défense de 1. Donc ma défense passe à 1. Sauf que toutes les figurines ont deux caractéristiques. Une évasion et une défense. Et on peut utiliser n'importe laquelle des deux, ou plutôt on utilise la plus avantageuse des deux. Quelle est pour lui la plus avantageuse? Eh bien, l'évasion, puisque l'évasion ne tient pas compte de différents facteurs comme l'armor piercing. Donc ici, en fait, entre la défense qui descend de 2 à 1 et l'évasion qui est à 2, ma figurine choisit l'évasion. Elle a donc 5 sauvegardes à réaliser. Ici, alors j'ai un peu de la chance sur les lancers de dés, 3 réussites et 2 échecs. J'ai donc 2 points de vie. C'est un tir, on s'arrête là. Action suivante, c'est donc au Yoroni de jouer. Je tire une carte. Alors, je ne vous ai pas sorti les cartes ici, les Yoroni sont un petit peu particuliers, mais donc je tire une carte et je choisis ce personnage. Alors, pour ceux qui connaissent bien les Yoroni, je ne vais même pas rentrer dans le détail du fait que le rôle de bataille c'est K, etc. Non, non. On va simplement considérer la figurine brute sans les bonus supplémentaires, cas particulier de cette figurine. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Ah, ben, j'ai en face de moi une unité qui est venue me perturber. Si je reste là, j'ai déjà perdu 2 points de vie ici, j'en ai 6. Bon, ça va durer un petit moment, mais je serais plus efficace si je pouvais éliminer les mercenaires qui sont là. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux charger. Alors là, on va déterminer la distance. La distance est de 9 et un 10. J'ai donc 10 de distance. J'ai 10 de distance et j'ai un mouvement de 6. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux, ici, d'abord une petite chose, ils sont instoppables, c'est-à-dire qu'ils ajoutent 2 à la distance de charge. Donc de 6, je passe à 8. Je dois donc réussir un 2 sur le dé. Un 2 sur un dé, c'est jouable. Donc je vais tenter la charge. Attention, si je rate, je suis bloqué ici. 2, charge réussie. Tout juste, mais charge réussie. Je vais donc faire mon mouvement de 10, ce qui va m'amener ici, dans la zone d'engagement. La zone d'engagement, c'est un pouce autour de chaque figurine. Voilà. Alors, à ce stade, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce stade, j'ai ici 4 d'impact. Donc, je vais jeter 4 dés sur mon clash de 3. N'oubliez pas, c'est ma première action, simplement. Je jette 4 dés et, pas beaucoup de chance, je n'en ai réussi qu'un seul. J'ai donc une défense à réaliser par mes crossbowmen. Crossbowmen, ici, je vous rappelle, je peux les retrouver. Voilà. Mes crossbowmen qui ont une défense de 1, mais qui, eux, n'ont pas d'évasion. Donc, je vais lancer un dé. Je fais 2, c'est raté. Ils prennent un point de vie. Mais, comme ils ont pris un point de vie, ici, alors j'ai oublié de mettre les points de vie, c'était 2 de mémoire, enfin bon, peu importe, ici, pour lui. Donc je disais, comme ça se situe au corps à corps, eh bien après avoir réalisé un jet de défense, je dois faire un jet de morale. Oui, quand on se fait charger par un démon, on a envie de se sauver. Donc ce jet se fait sur 2, ici. Je jette le jet, je fais 6, c'est raté. Alors indépendamment du fait qu'il peut avoir des bonus, enfin des malus pour eux. Donc ici c'est raté, ça me fait un deuxième PV. Mais un deuxième PV, ça veut dire une figurine de morte. Je retire une figurine, ils ont 2 points de vie. W2 ici. Et je mets un petit pion pour noter qu'il y a eu une perte. Alors pourquoi je mets un petit pion? Parce que quand le nombre de pions va atteindre le nombre de figurines, eh bien l'unité devient broken. Ces pions sont retirés au moment de l'activation de l'unité. Ça veut dire que si vous commencez avec une unité à 12 figurines, vous en perdez 3, vous passez à 9. Au moment où vous l'activez, vous enlevez les 3 pions. Et cette fois-ci, vous passez sur une base de 9 pour la suite, etc. etc. Hein, ça évite évidemment de tomber automatiquement broken si vous en perdez par petits bouts. Là, il faut perdre 50% pendant un tour, c'est-à-dire entre une activation et l'activation suivante. Alors, est-ce que c'est terminé? Eh bien non,
pour l'instant, nous n'avons fait que l'impact, donc que la charge. Il a donc la possibilité de faire une deuxième action. Cette deuxième action, ça va être un clash. Et comme il a chargé, son clash va être inspiré, donc il va avoir 3 et un 4. Alors, il a 6 attaques. Il va donc lancer 6 dés. Petit détail tout à l'heure, ici, j'avais comment dire, j'avais pas la fiche sous les yeux. Brutal Impact 1, ça veut dire qu'il mettait moins 1 à la défense, donc de toute façon, étant donné que la défense était réduite à 0, le point de vie était automatiquement perdu. Bon, c'est pas grave. Donc, je reviens ici. Et il était Terrifying 1. Ici, ça baissait le moral. Donc, on va le faire pour cette partie ici. Donc, j'ai 6 attaques. Dans les règles particulières de cette faction, son rôle dans la bataille pouvait encore augmenter son nombre d'attaques. Bon, je pense qu'il y en a assez pour là. Donc ici, j'ai lancé les dés. Ils ne sont pas tous dans le cadre, mais c'est pas grave, je vous les montre ici. Je vous rappelle que le clash est de 3 et un 4, ce qui me fait 5 touches réussies. 5 touches réussies, la cleave 1, ça veut dire qu'il baisse de 1 la défense. Je vous rappelle les caractéristiques ici de mes crossbowmen. Voilà. Mes crossbowmen ont 1 en défense, ont 0 en évasion. Ça veut dire que le 1 en défense, grâce au cleave, passe à 0. Il n'y a pas de défense. Je prends cash 5 PV. Et j'ai 5 tests de morale à réaliser. 5 tests de morale avec une résolution de 2-1 puisqu'il est terrifiant. Seul un as peut réussir. Je n'en fais aucun, ça fait 5 de plus. Il restait 6 PV, l'unité est exterminée. Alors, bon. Là, bien sûr, on s'est mis dans une situation où il y avait un déséquilibre important entre les deux, mais vous vous rendez compte un petit peu de ce que peuvent être les enchaînements. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'activation, on a vu le tir, on a vu l'action de charge, l'action de clash. On va maintenant parler d'un combat qui dure sur plusieurs tours. Donc, imaginons une autre situation. Ici, mon personnage se fait charger par cette unité. Voilà. Alors, étant donné la distance, celui-ci n'a pas pu arriver au contact. Donc, il a, pendant ce tour-là, perdu 3 PV. C'est hypothétique, simplement pour vous montrer une situation. Et, nouveau tour, j'active les cavaliers qui sont ici. Alors, que peuvent faire les cavaliers qui sont ici? Eh bien, le souci, c'est que leur mouvement, donc les cavaliers, je vais vous le montrer. Donc, toujours le même principe. Ici, on se met, voilà, hop, comme ceci, et on arrive sur la figurine. Voilà. Alors, donc, cette unité, ici, a un mouvement de 8, volet de 1, bon, il ne tire pas, donc ça n'a pas d'importance, clash de 3, 4 attaques, une résolution de 3, une défense de 3, mais pas d'évasion. Alors, on est au second tour. Ici, ça veut dire que mon unité a 2 actions. Je vous rappelle les actions en combat possibles. Alors, les actions en combat possibles, d'abord, ici, bon, la retraite, c'est peut-être pas conseillé ici à 3 contre 1, on va peut-être pas se sauver tout de suite. La reformation de combat, le ralliement pas utile. La reformation de combat, parlons-en un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire ici? Eh bien, pour pouvoir taper, il faut être dans la distance d'engagement. Cette figurine-là n'est pas dans la distance d'engagement. Elle a le droit de faire un déplacement de 2 pas, c'est-à-dire la largeur de cette règle ici, voilà. Mais si elle fait ce mouvement, elle ne sera pas à 1 pas. Alors, je vais retirer celle-ci, vous verrez un petit peu mieux. Elle ne sera pas à 1 pas, mais à un peu plus d'1 pas de la figurine. C'est-à-dire à une distance qui ne lui permettra pas de frapper. Quand vous déclarez un clash, vous pouvez déplacer de 2 pas, en restant toujours au plus proche de la figurine ennemie la plus proche à laquelle vous étiez.
Donc ça peut donner ceci, voilà, mais comme je vous l'ai montré, ça n'est pas suffisant pour le contact. Donc là, il y a deux choses à faire. Soit on reste dans cette situation-là et on s'inspire, ce qui permet de taper avec un clash de 3 plus 1, 4. Première possibilité. Deuxième possibilité, on réalise une reformation de combat, auquel cas on va pouvoir s'approcher et engager les 3, et avec les 3 engagés, frapper avec les 3. Alors, qu'est-ce qui est plus intéressant? Eh bien ici, 4 attaques par figurine, excusez-moi. Donc ça fait 12 attaques à clash 3 ou 8 attaques à clash 4. Après, c'est une question de statistique. Voilà. Donc, ça donne des exemples, mais on peut aussi imaginer une autre situation. Une autre situation, ici. Donc, toujours la situation de départ, mais imaginons que ma figurine a perdu, ici, 4 de ses PV. Je vous rappelle qu'elle a 6 PV. Et que derrière, j'ai 2 petits archers qui narguent depuis un moment les cavaliers. Et imaginons d'ailleurs qu'on ait perdu un cavalier à cause des tirs. Voilà, on est dans cette situation ici. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux très bien réaliser un clash. Donc, je bouge des 2 possibles, sans m'inspirer. Ce qui va me faire lancer 4 dés par figurine. Donc, sur un clash de 3. Ici, ce qui fait 3, 5 réussites. Alors, quand on regarde les caractéristiques, il n'y a pas de cleave, donc on n'abaisse pas la défense. Donc, on est sur la défense de l'Oni Ayakashi, qui est de 2. Donc, j'ai 5 défenses à 2. Ici, 4 sont ratées. La figurine meurt. Je ne me suis pas inspiré, mais malgré tout, j'ai quand même réussi à éliminer ici la figurine en clash. N'oubliez pas que j'ai le droit à 2 actions. J'ai réalisé une action. Et bien sur la deuxième action, je peux déclarer une charge. 5, 8 en déplacement, aucun problème pour arriver en contact avec ces figurines. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce stade? Ces figurines sont intactes. Je vais vous montrer leur profil. Ici, donc ce sont les Tengu Ayakashi. Voici. Donc ces figurines ont 1 en défense, 3 en esquive. Alors, évidemment, elles ont le vol, donc c'est des figurines qui sont plutôt douées en évasion, pardon, on n'est pas en esquive, enfin bon, même si l'idée de l'évasion, c'est d'esquiver les coups. Donc elles vont défendre sur du 3, ici, mais elles n'ont que 5 PV, un de moins que l'autre type de figurine. Alors, j'avais 4 attaques d'impact, j'ai donc 8 impacts ici sur mes 2 figurines, sur du 3. J'en réussis 2, alors ce n'est pas terrible ici statistiquement, j'ai 2 défenses et les 2 défenses sont réussies. Alors là, par exemple, ma charge, même si elle a permis d'entrer en contact, ne me permet pas d'abîmer déjà ces figurines, mais je les ai bloquées. Elles ne pourront plus tirer. Et leur caractéristique de corps à corps est beaucoup moins intéressante que leur caractéristique de tir, puisqu'elles ont 1 en clash avec 4 attaques, alors qu'elles avaient 4 tirs ici, avec Torrential Fire, qui permet, lorsque l'on touche, de relancer les attaques derrière. Alors, ces nouvelles attaques ne provoquent pas d'attaques supplémentaires, mais disons que ça lance quand même un déluge de tirs. Je vous montre simplement ce que ça peut donner dans la situation inverse. Si j'avais, au contraire, ici, on va regarder les 2 situations. Donc, première situation, je me suis inspiré pour tuer la figurine, donc mes 2 cavaliers sont ici. À ces figurines de jouer, elles ont 4 et 4, 8 tirs. Évidemment, elles vont viser. Donc ici, en termes de tir, c'est sur du 2 et un 3. Donc ça fait 3 réussites. Alors après, c'est un jet de dés, hein, si vous faites que des jets de ratés. Et ces 3 réussites en génèrent une supplémentaire. Là, je réussis 4 tirs. Bon, si on l'avait fait statistiquement, ça aurait fait un petit peu plus. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose.
ici. Alors que si je fais un corps à corps ici, je vous rappelle qu'elles ont un clash de 1. Donc même si je m'inspire, ça fait 2. Donc avec les mêmes lancers de dés, je n'avais réussi qu'un seul tout à l'heure. Évidemment, une seule défense à côté de 4, on n'est pas du tout dans les mêmes statistiques. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les enchaînements. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut effectivement moduler ces différentes attaques ici. Alors, je voudrais revenir maintenant qu'on a vu les différentes actions possibles. On va s'intéresser au personnage et aux capacités particulières du personnage. Un personnage a sur son profil une caractéristique supplémentaire. Donc je vais vous montrer ici avec un officier. Donc voilà, l'officier impérial. Il a des capacités de commandement. Et il a une caractéristique ici sur le coin, CR7. Alors 7, ça signifie 7 pas. Ça veut dire qu'il peut, alors excusez-moi, j'ai mis le porte-étendard, mais l'officier c'est lui, voilà. Donc ça signifie qu'il peut réaliser des habilités de commandement. Lui en l'occurrence, il peut en faire 2 à chaque fois qu'il s'active. Ça doit être fait avant ses actions, donc attention au positionnement. Il n'est pas question de bouger puis d'aller faire ça, il faut prévoir le positionnement. Mais une fois que vous avez prévu, vous pouvez en réaliser 2 avec lui. La plupart des personnages, c'est plutôt une action de commandement. Et cette action de commandement, elle peut être faite à 7. Donc toutes les unités qui ont au moins une figurine à 7 pas de lui peuvent avoir une de ces capacités particulières. Ces capacités particulières, regardez, Tactical Retraite par exemple. Donc ici, quand cette unité réalise une action de désengagement, elle ne se fait pas taper dessus et ne devient pas broken, c'est-à-dire démoralisée. Ça peut être très intéressant. Si vous avez ça avec des crossbowmen qui sont pas loin, eh bien, avant qu'ils finissent de se faire massacrer, eh bien, vous faites l'aptitude de commandement, hop, et cette unité pourra reculer et tirer. Voilà. Donc ça, ce sont des capacités particulières qui se font au début du tour, lorsqu'on tire la carte du personnage. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a terminé ici? Eh bien, on a terminé le round et on va vérifier les conditions de victoire. Alors, les conditions de victoire, elles sont de différents types. Ça peut être de détruire des unités adverses, ça marque un certain nombre de points, on parlera des scénarios juste après. Ça peut être de posséder un objectif. Alors pour ça, il faut les objectifs ici, ça sont des objectifs de 6 pas, le diamètre fait 6, celui qui est à côté de 9 pas. Vous en avez aussi de 12, mais dans les scénarios tournois, vous n'avez que des 6 et des 9 ici. Alors le principe est très simple. Ici, par exemple, si on est dans cette situation-là, donc là j'ai 2 unités différentes, j'ai l'officier qui touche et j'ai 2 personnages qui touchent ici. Je vais mettre ces 2-là également. Voilà. Alors pour quelle raison? Donc, en fait, ces 2 unités-là sont des légères. Donc elles vont compter pour 1,5 sur l'objectif. Cette unité ici est une unité moyenne, le personnage aussi, donc elles vont compter chacune pour 1 sur l'objectif. Ici, je simplifie les choses, c'est pas la peine de mettre une figurine en plus. Donc là, par exemple, je compte sur 3 pour l'objectif. Si en face, j'ai cette figurine, ici, elle compte pour 1 sur l'objectif. Si elle est intégralement sur l'objectif, elle compte pour 4. C'est une de ses capacités. Voilà. Bon, etc., etc. Donc le principe, c'est qu'on compte combien on a de points, entre guillemets, sur chaque objectif, et celui qui en a le plus remporte l'objectif et les points qui vont avec. Voilà. La dernière chose qu'on peut avoir à faire, c'est détruire un marqueur. Alors dans ces cas-là, vous avez un marqueur qui est positionné. Alors on prend un pion, un jeton, etc. Ça peut être aussi sur un objectif ou à côté. Et il faut lui faire 3 points de vie pour le détruire. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut faire que 1 à la fois. Bon, à part certaines capacités particulières, mais sinon, c'est 1 à la fois. Donc, si vous chargez que vous avez de l'impact,
eh bien, ça fait charge impact. Si vous blessez, ben, vous lui enlevez un PV. Vous tapez dessus, c'est la même chose. Vous tirez dessus, ça fait le troisième. Voilà. Bon, après, évidemment, pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose et l'adversaire ne va pas vous laisser faire ça tout seul. Sachant que si vous le mettez à 1 point de vie, l'adversaire n'a pas un seul point de vie à faire pour l'éliminer, mais 3. C'est-à-dire que c'est compté séparément. Ça serait un peu trop facile, il suffirait de laisser faire l'un et de venir ramasser après quand le fruit est mûr. Non, non, ça ne marche pas comme ça. C'est le premier qui fait les 3 points dessus. Alors, je vais terminer par les scénarios ici. Ah oui, je ne vous ai pas dit ce qui se passe quand vous êtes broken. Bah, vous ne pouvez plus charger. Vous ne pouvez plus... comment dire? Non, attendez. Ici. Alors, une unité, un régiment brisé ne peut pas déclarer d'action de charge, ne peut pas s'inspirer, ne peut pas capturer les objectifs. Ici. De plus, tant qu'il est brisé, il ne peut pas bénéficier de bonus dus à la présence d'un personnage, c'est-à-dire utiliser la résolution de son commandant, par exemple. Et il ne peut pas être soigné. Il faut d'abord faire une action pour le ramener à un statut normal avant de le faire. Il y a malgré tout une dernière action sur laquelle je ne me suis pas attardé, c'est l'action de défi. Vous verrez demain s'il y en a au niveau de notre partie. Bon, c'est quelque chose de particulier que peut faire le personnage qui va réaliser un défi. Les deux personnages se rapprochent et se tapent. Les deux personnages tapent. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui fait l'action, ce sont les deux. Alors le but, ça peut être d'éliminer un personnage, qui peut être intéressant quand on a un personnage plus fort. Un défi peut être refusé. Si le défi est refusé, eh bien le personnage est un couard, c'est sûr, mais ça permet de donner des bonus et surtout des malus à l'unité qui n'a pas voulu relever le défi. Bon. Tout ça, c'est des choses un peu plus avancées. Également, ce dont je ne vous ai pas parlé, ce sont toutes les capacités spéciales. Elles sont résumées sous forme de mots-clés. Donc, en fait, je vous montre ici, c'est... Alors, bon, bien sûr, c'est en anglais, vous l'avez en français dedans, mais le principe est très simple. Voilà. Si vous avez... Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple ici, voilà, ici. Si vous avez des mots-clés, par exemple, vous voyez impact ici, vous avez un petit œil, vous cliquez dessus et vous avez l'explication. Voilà, ça veut dire que quand le... Comment dire ? Quand la figurine effectue une charge, eh bien, elle a deux touches ici. Barrage 4, ici, ça veut dire qu'on peut tirer à distance, etc., etc. Voilà. Torrential Fire, ça explique que si on fait un succès, on peut avoir des succès supplémentaires. Donc vous avez tout facilement accessible, si vous ne vous en souvenez pas, ça marche par système de mots-clés, c'est relativement simple. Mais bon, ça, je dirais que c'est spécifique à chaque unité, et je ne vais pas passer une heure complète à les détailler un par un. Bon, il y en a 3 ou 4 pages, il n'y en a pas tant que ça finalement, et c'est la plupart du temps les mêmes qui reviennent. Donc on les retient assez facilement. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je voudrais vous parler un petit peu des scénarios. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai dit au départ que les scénarios du livre, bon, bah, c'était pas forcément extraordinaire. Je vais vous montrer un scénario ici au niveau du livre. Le voici, par exemple. C'est la même chose pour les autres. Donc ce scénario, vous avez 3 objectifs sur la table. Donc on joue sur, j'ai oublié de le préciser au départ, 1m20 sur 1m20, ici. Donc ça laisse relativement de la place. Vous voyez en termes de déplacement ce que ça peut donner, avec des déplacements entre 5 et 8, si vous êtes un piéton ou si vous êtes un cavalier. Voilà, 5 et 8 pouces, pardon. Sachant que vous en avez 48 sur 48. Donc là, vous avez les zones de déploiement sur 10. Donc sur 48 moins 20, on n'est plus qu'à 28. On est à 28 l'un de l'autre. Donc ça peut aller relativement vite pour être en contact. Alors le souci, c'est que vous avez des armées plus rapides, moins rapides. Et là, le scénario, comment fonctionne-t-il ? Eh bien, en fait, vous allez marquer des points si vous possédez les objectifs qui sont au centre. L'objectif central rapporte 2 points, c'est marqué ici, et les objectifs latéraux rapportent 3 points. C'est le contraire. Enfin, oui, latéraux, 3 points, c'est ça. Donc, au total, si vous avez les 3 objectifs, vous marquez 8 points. Vous allez dire, c'est peut-être pas évident. Oui, sauf que si vous avez une armée plus rapide que l'adversaire, vous arrivez directement sur place, vous foncez, en fait, vous arrivez directement sur place, vous jouez le premier, vous prenez la place, hein, en dépassant les objectifs, et au tour 2 ou au tour 3, hein, ça ne sera pas au tour 1, mais au tour 2 ou au tour 3, eh bien, vous serez le seul en place,
ici, et vous allez marquer 8 points. Alors, c'est pas trop grave, puisque l'adversaire peut prendre le dessus sur les tours suivants, puisque vous êtes vachement avancé. Sauf que la partie se gagne dès que un des deux joueurs a marqué 8 points, ou au 8e tour. J'aime autant vous dire que ça va relativement vite. Alors là, c'est un cas extrême, mais assez facilement, au tour 3-4, vous avez eu un petit peu plus de chance. Hop, vous marquez 3 et 2, 5 points. Vous aviez déjà marqué 3 points 2 tours avant. Bon, c'est un petit peu trop facile et disons que pour l'avoir testé, ça peut jouer en 3 tours. Donc c'est un petit peu la limite de ces scénarios. Par contre, vous avez accessible une série de scénarios. Alors là, ils sont beaucoup plus nombreux puisqu'il y en a 16 au total. Donc tous ces scénarios ici, avec des situations et des mises en place très différentes, avec des objectifs de taille différente. Vous voyez, vous avez même des 12 pouces, qui est quand même beaucoup plus grand, avec des marqueurs. Alors parfois, vous n'avez que des marqueurs ici, avec des scénarios où il faut détruire l'adversaire, d'autres au contraire où il faut uniquement prendre des positions. Donc c'est assez varié et c'est un petit peu plus difficile, puisque ici, par exemple, sur ce scénario-là, pour gagner, il faut marquer 16 points. Alors 16 points, c'est quand même un peu plus long que les 8 points tout à l'heure, sur éventuellement 10 tours, si ce n'est pas le cas. Sachant qu'ici, on gagne 2 points pour chaque marqueur ennemi détruit, sauf que les marqueurs ennemis, ils sont de l'autre côté, ici. C'est-à-dire que si je suis le joueur de ce côté-là, il faut que j'aille détruire celui qui est là. Même chose dans l'autre sens. Donc le fait simplement d'aller me mettre en position, ça interdit à l'adversaire d'y aller. Donc c'est pas forcément évident. On gagne 3 points pour chaque zone que l'on possède, mais il n'y en a que 2 ici, et pas 3 comme contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure. Et 2 points pour chaque régiment détruit. Donc, si on veut vraiment aller défendre ou aller attaquer l'adversaire, on risque d'avoir le retour de bâton. Donc, c'est un peu plus subtil, si je puis dire, et c'est un peu plus difficile de marquer, de gagner en quelques tours. Peut-être pas 10 tours, mais on monte facilement à 7-8 tours, ce qui est, pour un jeu d'escarmouche, pas mal. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Je mettrai en ligne une autre vidéo de la partie que l'on fera demain, assez rapidement. Et comme les fois précédentes, n'hésitez pas à me dire si le contenu vous intéresse, si vous préférez un contenu particulier. J'envisage dans un futur proche de passer à un logiciel, de façon à avoir une présentation un peu mieux que simplement ma vidéo qui se déplace comme ceci, où je viens placer devant vous. Mais bon, ça viendra progressivement s'il y a de la demande et si l'exercice vous intéresse. À très bientôt et merci d'être resté jusqu'au bout parce que j'ai été quand même assez long, presque 1 heure. À bientôt, au revoir.